Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la vidéo règle de Z First Impact de Z Horror Company, un jeu de Hervé Sagné et Laurent Vincent de 1 à 4 joueurs dans un univers de jeu de plateau avec zombies et mutants extraterrestres. Donc à ce sujet, j'ai rencontré Hervé et Laurent sur le Festival international des jeux à Cannes où j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer ce jeu qui est sorti en même temps qu'un célèbre jeu Zombicide. Donc il a été complètement occulté et mis de côté et je trouve que personnellement c'est une injustice car il mérite qu'on lui redonne toutes ses lettres de noblesse et le Magelf n'aime pas les injustices, donc je me charge de remettre au goût du jour cet excellent jeu qui pour moi est un jeu de plateau dont j'attendais effectivement un système de jeu où on puisse gérer les munitions, les ressources, etc. Nous avons dans ce jeu une quarantaine de figurines approximativement, pas mal de matériel fort sympathique, un bon livret de règles qui a été revisité car au départ la première version a été, on va dire entre parenthèses, pas forcément bien écrite, donc ça a tout été remodifié et j'estime qu'il mérite d'être vraiment mis en avant de la scène, hein, car il date de 2014. Et j'avais promis à Hervé et Laurent lors de nos rencontres de faire une vidéo sur le chapitre 1 opus 1 car il y a différentes boîtes qui sont sorties, enfin du moins deux, et il y en a d'autres en prévision qui vont pas tarder, là en Kickstarter notamment, qui sera l'opus 2. Voilà, il y a tout un chapitre, il y a toutes des histoires là-dessus. Là, on va être dans un milieu urbain, mais dans les prochains chapitres, on sera dans les glaces, on sera dans l'océan. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu qui va être suivi. Ce que je vous propose de faire déjà, ça va être de vous présenter un petit peu le matériel qui est à l'intérieur et puis on va voir les règles, pas forcément dans tous les détails car les règles sont disponibles en téléchargement dans la description de cette vidéo. Je tiens quand même à préciser le gros travail de Hervé et Laurent car ce jeu-là n'a pas été kickstarté, ils l'ont fait avec leurs propres moyens et ils n'ont pas eu toute la presse qu'ils méritaient. Donc je me charge de remettre vraiment en avant cet excellent jeu et on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors c'est une boîte qui contient pas mal de matos, elle fait approximativement 3 kilos donc pour vous dire. Donc ce que je vous propose de faire c'est de regarder le matériel qu'il y a à l'intérieur, à savoir que moi j'ai quasiment presque tout peint, hein, donc vous allez découvrir tout ça. Allez hop, on enlève le carton. Et voilà, donc là ce sont mes figurines. Alors désolé pour les reflets. Donc on a approximativement dans ce jeu une quarantaine de figurines. Il y a même un véhicule, on pourra piloter un véhicule. Nous avons différents zombies. Alors pour le background, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée avec Laurent. Concernant le pitch du jeu, c'est-à-dire des météorites qui s'écrasent sur Terre, qui déciment 90% de la population, qui reviennent en zombies et qui effectivement à l'intérieur de ces météorites cachaient des choses extraterrestres. Voilà, j'en dis pas plus, vous regarderez la vidéo. Donc nous avons 4 héros qui ont chacun leur capacité spécifique. Nous avons des zombies de base, nous avons des toxicos, nous avons différentes petites choses sympathiques, des gargouilles. Et vous remarquerez, celles-là, elles ne sont pas encore peintes. Donc vous voyez, hein, j'ai quasiment peint les quarantaines de figurines en très peu de temps d'ailleurs. Donc il y avait une petite polémique là-dessus, sur la qualité des figurines. Bon, c'est sûr que ça va pas être du cool mini hors note, hein. Chacun fait avec son budget. Et quand on n'a pas de budget communication, forcément, on ne peut pas élaborer toute une stratégie de com et aussi de qualité vraiment très très avancée de figurines, bien que là-dessus, il n'y a pas de quoi on va dire redire quelque chose, parce qu'une fois peintes, je pense que les figurines sont quand même bien faites, et vous voyez que ça passe super bien sur une table de jeu.
Donc voilà pour la petite parenthèse sur les figurines, il n'y a pas de quoi polémiquer. Ensuite, alors là bien sûr moi j'ai ouvert le jeu, hein, j'ai quand même testé une partie ou deux en mode solo, j'ai dû faire quelques erreurs, alors j'évite les reflets, mais je tiens à préciser qu'il y a eu un énorme soin d'apporter à la qualité du matériel et du rangement au niveau du jeu. Donc là, j'ai pas mis les petites élastiques qui sont avec les cartes, dont on jettera un coup d'œil tout à l'heure, mais voilà, là on a du matos 3D. Alors je vais éviter les reflets. On a du matos 3D ici, avec des valises, des bennes à ordures, on a bien sûr les dés de jeu. Alors j'ai peint, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Donc ça se range comme il faut là-dessus. On enlève le pli plastique qui contient, bien sûr, les pièces, parce que là, on va pouvoir rentrer dans des bâtiments. Et c'est ça que je trouve excellent. Sur plusieurs niveaux, on pourra descendre à la cave, monter sur des toits, voir s'il y a des zombies à l'intérieur. Donc on a des grandes pièces et on a également des petites pièces aussi. Là c'est des décombres, hein, parce que certaines pièces se détruisent, donc on ne pourra plus rentrer dedans. Donc on a des pièces qui ont leurs particularités, comme les QG, comme les morgues qui vont bien sûr déverser leur horde de zombies. Voilà, et c'est vraiment, ils ont créé le jeu qu'ils souhaitaient voir dans la sphère ludique. Donc pour vous dire, c'est des passionnés. Et quand des passionnés rencontrent un passionné comme moi, ben, vous voyez, ça fait quand même des étincelles. Là, on a le tableau de bord du véhicule avec bien sûr les jauges d'essence, etc. Mais on verra tout ça tout à l'heure. Donc, on va pouvoir piloter en ville. Là, on a un livret de règles. Un livret de règles qui a été revisité, comme je le disais, il y a eu des problèmes au départ. Et là, on va pouvoir jeter un coup d'œil. Il fait approximativement une quarantaine de pages. Bon, avec la réécriture des règles, ça a été bien retravaillé et c'est très compréhensif par rapport à la première version, dont la deuxième version, donc la mise à jour, c'est téléchargeable dans la description de cette vidéo. On a le livret d'émission, voilà, hein, de ce qu'il va falloir faire au niveau du jeu. Donc je précise que le plateau de jeu n'est pas modulable, il est toujours constitué de la même, on va dire, façon. Bon, j'ai discuté avec Hervé plutôt sur Facebook, hein, je l'ai eu au téléphone aussi. Il est tout à fait possible d'adapter et de créer ses propres scénarios, hein, de moduler ces tuiles, hein, trouver un système de modulaire pour créer ces scénarios, à savoir que dans ce jeu, vous avez de la réalité augmentée. C'est-à-dire vous téléchargez gratuitement une application sur une tablette et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle la réalité augmentée. Enfin, il y a des drones qui vont passer, des parachutages avec les endroits où vont être parachutés le matériel par exemple. Donc voilà, ça a vraiment été bien travaillé. Là nous avons les fiches de personnages, donc il y a 4 héros dans ce jeu, qui ont chacun leurs caractéristiques, qui ont chacun leur matériel spécifique. Donc ils sont 4. Voilà, mais ça, je présenterai une fiche de héros tout à l'heure. Nous avons les plateaux modulables. Donc voilà, qui sont vraiment bien illustrés. Donc vous verrez que ne vous faites pas d'idées particulières là-dessus par rapport à Zombicide, ne comparez surtout pas, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et je trouve que c'est excellent, parce qu'il y a des rues, il y a des avenues, il y a des petites ruelles qui vont bien sûr chacun avoir une capacité maximum d'occupation de cases par rapport à l'endroit où on se situe. Donc on ne pourra pas mettre 136 figurines sur une même case. Voilà, c'est ça que j'apprécie aussi. Et là nous avons la petite pub de l'Opus 2
qui sortira bientôt, là, enfin du moins que ça va être kickstarté par contre cette fois-ci. Et ça va, on va jouer dans le monde de la glace. Voilà, donc vous voyez, il y a toute une série d'opus qui va sortir, et je crois qu'ils en ont écrit 7 ou 9. Je ne me rappelle plus, Laurent ou Hervé, tu me diras. Je crois que c'est 7 opus hein, décrits. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, on va faire l'introduction au niveau des règles, et puis, sans aller trop dans les détails, parce que c'est un jeu qui est très riche, on va faire le tour de ce jeu qui est tout à fait excellent. Alors voilà, je vous présente une partie des dalles qui en comporte 9, donc là pour des raisons de place, donc je vous en ai mis que 4 pour l'exemple au niveau des règles, mais on va passer directement sur le plan général. Donc vous pouvez voir qu'elles sont numérotées de 1 à 9 et seront agencées de la même façon, ainsi que les tuiles représentant l'intérieur des bâtiments qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de l'exploration des lieux et des héros. Donc ça c'est les cartes que je vous ai montrées des bâtiments en début de vidéo. Alors, à savoir que ces zones de jeu sont délimitées en cases de différentes tailles et pouvant accueillir chacune un certain nombre de figurines. Par exemple, on y trouve dans les cases avenues, qui sont montrées en bleu dans cet exemple, qui peuvent accueillir jusqu'à 6 figurines par case. Ensuite, nous avons les cases de rue, qui sont en jaune, qui peuvent accueillir jusqu'à un maximum de 4 figurines, et les cases ruelles pouvant accueillir une seule figurine. Donc vous voyez, vous pourrez à travers le plateau de jeu vous balader dans les rues, les avenues et les ruelles pour éventuellement échapper aux hordes de zombies qui vous poursuivent. Alors, les pièces de bâtiments petits et moyens peuvent accueillir chacune jusqu'à 4 figurines pour les petites pièces et jusqu'à 7 figurines pour les plus grandes. A savoir que les toits et les bâtiments et les cours intérieurs et parkings peuvent accueillir autant de figurines qu'il y a de place. Donc là, c'est illimité. Alors, on peut voir certains icônes sur le plateau de jeu, comme les seuils, où on peut rentrer dans les bâtiments, les grappins où on pourra aller sur cette case pour monter sur le toit, et les entrées de parking et cours intérieurs seront considérées comme des cases ruelles, c'est-à-dire que on pourra y pénétrer sans s'arrêter dessus, mais ça on le verra plus tard. A savoir que les pointes de flèches vertes indiquent l'emplacement des 5 entrées de dalles par lesquelles les créatures pourront apparaître durant la partie. Allez, dans les images suivantes, toujours un plan général concernant la table de jeu, notamment les lignes de vue qui vont être importantes dans le jeu, vous allez le voir. Alors tout d'abord, on va commencer par la ligne de vue des héros qui porte jusqu'à 3 dalles successives, incluant la dalle où le héros se trouve, ce qui me paraît normal. Donc en gros, il pourra voir jusqu'au fond de la table. Bien sûr, il y a des conditions, on ne peut pas voir en diagonale, on ne peut pas voir à travers les bâtiments, ni les véhicules, enfin tout obstacle qui peut gêner. À savoir que les créatures, la vision des créatures, elle porte jusqu'à 2 dalles successives, incluant bien sûr la dalle où elle se trouve. À savoir que ça va être important parce que dans ce jeu, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez passer en dehors de la ligne de vision des créatures, c'est-à-dire vous les esquiver, vous cacher, car elles vont bouger si elles ne vous ont pas repéré en ligne droite, notamment ça va être le cas des hordes qui vont se déplacer, et il se peut qu'en utilisant cette méthode de furtivité, de ne pas être détecté, les figurines se déplaçant en ligne droite, donc les figurines des zombies et des mutants, peuvent sortir de la table de jeu. Vous voyez, donc il y a un petit côté stratégique de furtivité également. Alors dans le jeu, nous allons retrouver différentes cartes, donc il va exister plusieurs pioches, mais elles ne vont pas se gérer de la même façon. Alors je vous présente la pioche des cartes armes que vous reconnaîtrez facilement avec les illustrations qu'il y a dessus. A savoir que lorsqu'un héros se débarrasse d'une carte arme car elle est cassée ou
qui a besoin de place dans son inventaire, car dans le jeu, en fonction du résultat qu'on fait sur les dés de combat et de la cible qu'on vise, on peut éventuellement casser son arme. Elle sera définitivement défaussée de la partie et pas être remise dans la pioche. C'est une des particularités du jeu. Donc ça, on va pouvoir acquérir des items si on fouille des pièces, voilà, des valises, des containers à ordures, etc. Et on pourra piocher une carte. Par contre, si vous piochez une carte de ce type, qu'on appelle carte biohazard, il y en a 2 dans le jeu. Il faudra jeter un dé de combat et piocher autant de cartes créatures que le dé indique. Et on les placera où se situe le panneau biohazard. Mais ça, je vous montrerai le panneau biohazard après. Voilà pour la pioche des cartes armes. Alors avant de passer à un autre deck de pioche, je vais vous montrer comment lire une carte arme. On peut voir qu'il y a différents icônes en bas de la caractéristique de cette arme qui est une arme de guerre. Donc en haut à gauche on peut voir qu'il y a la catégorie de l'arme qui correspond à des munitions d'armes de guerre. Nous aurons la possibilité aussi d'avoir des munitions d'armes de poing, des shotguns pour les fusils à pompe, des armes de jet, des explosifs, enfin des armes incendiaires, etc. Là en l'occurrence on reconnaît que c'est une arme nécessitant des munitions de guerre. Ensuite en dessous on peut voir qu'il y a un petit +1, donc ce qui va vouloir dire qu'on a un bonus de +1 de visée. On peut voir également qu'il y a un petit icône avec une espèce d'haut-parleur qui est une arme bruyante. Vous verrez que le bruit dans le jeu est très important, bien sûr, ça va de soi avec les zombies. Nous avons un mode de rafale facultatif, c'est-à-dire qu'en un tir, on pourra vider le chargeur sur les ennemis. Et il faudra déduire bien sûr nos munitions adéquates. Nous avons des sigles grisés, comme vous pouvez le voir, mais ceux-là sont des logos, ce qu'on appelle éteints, qui sont inactifs, qui ne sont pas appropriés à l'arme. Et pour terminer, nous avons un petit carré avec un chiffre dessus, en l'occurrence 6, qui voudra dire que l'arme pourra tirer jusqu'à 6 cases. Alors, je vous présente la pioche de cartes de soins et de nourriture. Alors, petite précision, dans le jeu, vous pourrez échanger de la nourriture, des munitions, etc. à condition d'être sur la même case ou sur une case adjacente d'un de vos héros pour le prix d'une action. Donc, même système que dans la pioche des cartes armes, si vous tirez une carte biohazard, vous devrez jeter un dé de combat. Et piocher le nombre de créatures correspondant au résultat sur le dé. Alors ensuite, maintenant, nous allons voir comment utiliser une carte soin ou nourriture. En l'occurrence, là, nous allons utiliser une carte soin. À savoir que le symbole en bas à gauche de cette carte indique qu'une fois qu'elle a été utilisée, la carte devra être défaussée, ce qui est normal. Le joueur qui va l'utiliser donc va redonner 5 points de santé à son héros, comme indiqué en bas à droite de la carte. Vous voyez, les petits cœurs correspondent au nombre de vies qu'on récupère. Cette carte peut être également jouée en réalité augmentée et en fait ça va être l'application qui va vous dire au hasard combien vous allez gagner de points de vie. Voilà, ça c'est une histoire de chance et on peut voir le sigle en haut à gauche. Donc là, typiquement, c'est une carte de soin avec la petite croix blanche. Alors, je vous présente le deck de pioche de munitions. Donc, nous allons voir que c'est reconnaissable grâce aux petits Z jaunes ainsi que les illustrations de balles que nous avons sur la carte. Alors, il y a une petite particularité dans cette pioche, c'est que nous avons dans un premier temps une carte de type, on va dire, normal. Là en l'occurrence c'est une arme de poing, donc on reconnaît le sigle en haut à gauche. Donc lorsqu'on trouve ce type de munition, on va jeter un dé de combat et on va voir combien on récupère de balles de ce type. Et donc on bougera le curseur sur notre fiche de personnage en conséquence, mais ça on le verra tout à l'heure. Et nous avons la particularité de tomber sur ce type de carte. Auquel cas, là, nous aurons le choix, c'est-à-dire le joueur tombe sur cette carte, va avoir le choix
de dire quelle munition il trouve, soit une arme de poing, soit une arme de guerre, soit une cartouche pour du shotgun, soit éventuellement des flèches, car il y a des arbalètes dedans, vous l'aurez deviné. Donc le joueur annonce quel type de munition il choisit, admettons, il veut des cartouches pour son shotgun. Dans ce cas-là, il va jeter un D6 et il récupérera, en fonction du résultat, le nombre total de cartouches pour son shotgun. Alors, je vous présente le deck de pioche des créatures, car les créatures vont rentrer en jeu en piochant des cartes qui correspondent au nombre exact de créatures présentes ainsi que leurs figurines dans la boîte de base. Donc en l'occurrence ici nous avons un Toxico, je vais en profiter pour vous détailler une carte de créature. Donc nous pouvons voir en haut à gauche qu'il y a un chiffre, c'est ce qu'on appelle le chiffre de casse. C'est un chiffre qu'il faudra dépasser pour pas casser son arme. Par exemple, si je tire avec un fusil à pompe, eh ben, je ne devrais pas faire 3 ou moins sur mon résultat de combat, auquel cas je casse mon arme. Nous pouvons voir en bas à gauche deux ZZ rouges qui correspondent aux indicateurs de points de vie. Donc c'est les indicateurs du nombre de points de vie que le joueur perd en cas d'attaque du zombie. Donc il infligera 2 points de vie à notre héros. Là nous pouvons voir dans le petit carré un 1. Donc qui indique l'attaque à distance de la créature. Donc là en l'occurrence elle a une portée de 1 case. Et nous avons un tableau particulier à droite qui est le tableau de combat qui indique le nombre minimal à atteindre en un lancer de 2 dés de combat pour tuer cette créature. Un exemple facile, si vous avez un fusil mitrailleur, donc une arme de guerre, eh ben, en lançant 2 dés, vous devrez faire 5 ou plus avec les 2 D6 pour savoir si vous éliminez cette créature. Et on peut voir aussi que dans certains cas, on a des sigles un peu particuliers qui seront valables que dans les futures extensions, dans les opus qui vont arriver pour tuer cette créature. Allez, pour terminer cette présentation, entre parenthèses globale du matériel, donc là nous avons les dés de combat, nous avons les dés d'apparition de zombies avec des sigles toxiques, et là nous avons des de fouille avec différents icônes qu'on va retrouver, munitions, s'il y a du bruit, etc. Là nous avons un petit barrage qui permettra de bloquer les zombies au cas où. Là le fameux panneau biohazard que j'ai pas encore peint, où on pourra spawner des zombies à ce niveau-là. Là, nous avons les caisses, les bennes à ordures et les plaques d'égout qu'on pourra se servir pour traverser la carte en rentrant dans les égouts. Mais bon, c'est pas sans danger, car avec la réalité augmentée et les règles de jeu, forcément, il se peut qu'il y ait un petit zombie qui sorte des plaques d'égout. À savoir qu'au niveau des caisses, nous en avons 5 dans la boîte de jeu et c'est, on va dire, ça peut représenter des caisses d'objectifs. On pourra se faire ravitailler en faisant du parachutage. Ça c'est super sympa. Je vous laisserai regarder au niveau du livre des règles. Alors si on retourne ces caisses, donc là on voit qu'il y a une face vide, mais par contre parmi les caisses, les 5 caisses, on a une étoile. Voilà, et ça représente l'objectif à atteindre. Alors bien sûr tout ça sera mélangé et mis à des endroits différents sur le plateau de jeu, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous, donc il faudra trouver l'objectif, par exemple un jerrycan d'essence pour ravitailler notre véhicule. Et particularité identique aux caisses, par contre cette fois-ci nous avons 5 containers à poubelle qui chacun a un sigle. Alors je ne sais pas si on le voit bien, parce qu'en fouillant, par exemple là, j'ai repeint un petit peu le dessous pour reconnaître. J'aurais peut-être dû mettre du blanc. Là c'est une arme de poing, donc on va piocher une munition. Là par exemple, là on va tomber sur une alarme. Voilà, ça va déclencher un bruit conséquent. Sur d'autres, nous avons par exemple ici, nous avons des soins. Donc vous voyez, c'est aléatoire, on va toujours mélanger ces containers à ordures et les placer selon le scénario sur la carte, et on aura la joie de découvrir ce qu'on recherche ou pas. Voilà, ça c'est un petit peu pour la présentation finale globale du matériel de jeu.
Alors nous allons étudier maintenant le bruit qui est très important et qui forme un petit peu le cœur du jeu. Il existe dans Z First Impact deux types de bruit d'intensité différentes, le bruyant et l'extrêmement bruyant, qui auront un effet différent en fonction bien sûr de ce qui se passe sur la table de jeu. Donc on va prendre un exemple. Le champ de portée du bruit dans cet exemple est sur la dalle numéro 1, on peut le voir, et va se propager sur les dalles adjacentes, notamment la 2, la 4 et la 5. Donc le bruit retentit et donc toutes les créatures qui sont sur ces dalles vont réagir. Alors à savoir que les dalles 3, 6, 7, 8 et 9 qui sont grisées dans cet exemple ignoreront ce bruit. Donc vous voyez, c'est là où c'est très réaliste, c'est-à-dire que le bruit ne va pas être sur toute la table de jeu, va être seulement spécifique aux alentours de la dalle concernée. Allez, avant de passer à la présentation de tablettes de gestion d'un héros, je précise que je n'ai pas montré les cartes objectifs et bonus. Je ne voulais pas trop que ça s'éternise là-dessus. Alors là, nous allons prendre la tablette de gestion de Arthur, qui est un Français. Donc nous pouvons voir aux différents extrêmes, à gauche et à droite, qui sont les colonnes de munitions en fonction, bien sûr, des armes qu'ils vont récupérer. Donc des armes de guerre, des armes de poing, des armes de jet et de mêlée. Donc là, vous aurez un petit marqueur, un petit clips qui va venir augmenter ou diminuer la jauge de l'état de vos munitions actuelles. Nous avons le positionnement des cartes bonus à gauche. Nous avons le positionnement des cartes mission à droite. Nous avons les cartes armes, à savoir que bien sûr votre pactage sera limité. Par exemple, vous aurez droit jusqu'à 3 cartes armes maximum. Nous avons les cartes soins et nourriture qui seront également limitées à 2. Nous avons des aptitudes particulières à chaque héros. Ça, je vous laisserai découvrir dans le livret des règles à quoi ça correspond. Nous avons un socle de transport qui pourra transporter un objet 3D ou un corps. On peut le placer également. On peut placer également la figurine du héros sur ce socle pour dire qu'il se trouve dans le véhicule. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Oui, le niveau de santé c'est très important. Donc chaque héros a 20 points de vie et vous aurez toujours les petits marqueurs, les petites réglettes que vous bougerez en fonction des dégâts qu'ils auront subis. Et la particularité, on peut voir qu'il y a 4 compétences au niveau des petits icônes, donc les combats en mêlée, la compétence de visée, la compétence en arme de jet et la capacité de déplacement. Et vous remarquerez que en fonction du nombre de points de vie que perd notre héros, ça va influencer ces différentes caractéristiques. Par exemple, si je prends sur Arthur, s'il tombe à 10 points de vie, il va avoir un -2 en mêlée, un -1 en visée et un -2 en déplacement. Alors vous voyez que c'est très réaliste, parce qu'en fonction du nombre de dégâts que subit le héros, ça va influencer ses caractéristiques. Alors petite précision sur les 4 différents personnages qui font partie de l'escadron urbain. Vous aurez bien sûr chaque caractéristique différente en fonction du personnage qui leur seront attitrés, mais vous aurez aussi les armes qui leur revient et qui sont également différentes en fonction des personnages. Allez, je vous présente les différentes créatures du jeu. Nous avons tout d'abord la carcasse qui est un zombie de base sans particularité. Nous avons ensuite le hurleur qui a la capacité de hurler et d'attirer les autres zombies si on le loupe par exemple ou on le blesse. Nous avons ensuite le ravageur qui a la capacité de grimper sur les toits des bâtiments sans pour cela placer la figurine sur le grappin. Et nous avons la gargouille qui surgit des bouches d'égout et attrape ses cibles à 3 cases. Donc voilà pour les 4 premières figurines qui, elles, se déplacent de 1 case. Donc voici le reste des figurines de la boîte de jeu. Donc nous avons le boober qui projette du gaz toxique à 3 cases de portée. Ça veut dire que lorsque vous allez vous déplacer et que vous traversez dans sa portée, vous allez recevoir des dégâts à cause de ça, mais ça on verra au niveau des règles.
Donc lui il se déplace de une case, le boober. Par contre, le toxico se déplace de 2 cases et projette une fiole toxique à 2 cases de portée. Donc règle identique que le boober. Donc il ne faudra pas traverser leur case pendant votre déplacement. Et pour terminer, nous avons le colosse que j'ai pas encore peint, qui se déplace à 3 cases et qui stoppe les véhicules sur la route et inflige des dégâts à ces véhicules. Donc vous voyez là, lui, il faut mieux pas trop le rencontrer non plus. Voilà, on se met sur la table de jeu, je vous épargne la mise en place, j'ai préparé quand même les cartes de pioche sur le côté, j'ai ma petite fiche de personnage en exemple avec Sun qui est à l'intérieur du véhicule qui a récupéré ses 2 armes, donc l'arme principale qui est une double scie et l'arme secondaire qui est des couteaux de lancer, à savoir que l'arme utilisée est l'arme qui est sur le dessus. Vous pourrez la changer en cours de route, alterner pour une action, changer d'arme, ainsi que son petit kit de survie. Donc là, ce qu'on va faire dans cette démonstration, on va voir un petit peu les déplacements, on va voir un petit peu des cas de figure particuliers au niveau du jeu. Donc là, pour le petit scénario, je n'ai pas pu mettre toutes les dalles, parce que le plateau de jeu est très grand, il y en a 9, j'en ai mis que 4. Donc nos héros arrivent en ville, ils vont devoir chercher parmi les parachutages l'essence qu'ils ont besoin pour ravitailler leur véhicule, éventuellement découvrir leur QG, et à savoir que dans le QG est un endroit qui est surprotégé, donc il n'y aura aucun zombie qui apparaîtra dedans. Simplement, vous pourrez, à travers vos pérégrinations, venir y déposer du matériel de façon à vous alléger votre paquetage, parce qu'il est limité en matos, et aller, on va dire, explorer d'autres endroits. Donc ce QG est inviolable. À savoir que nous allons voir comment, dans ce premier tour de jeu, vont se déplacer nos personnages. À chaque fois qu'un personnage se déplace, il se peut qu'il active des zombies. Donc vous voyez, il y a une espèce d'alternance entre la fin de tour d'un joueur et les zombies qui peuvent s'activer au cas où ils soient dans la ligne de vue ou il y ait eu un bruit quelconque. Donc ça va les activer. Donc il y a une phase de joueurs et il y aura une phase de zombies, notamment la horde qui risque de se déplacer, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, durant le tour d'un joueur, le joueur devra faire 3 actions, soit identiques, soit différentes. Donc ça c'est au choix, il n'y a pas de limite, on peut se déplacer 2 fois et tirer, on peut se déplacer 3 fois. Les déplacements coûtent de 1 à 5 cases maximum, avec bien sûr les restrictions au niveau des icônes qu'on a vues précédemment. Dans cet exemple de jeu, on va prendre Arthur qui pour une action va sortir du véhicule. Donc il a fait déjà une action sur les 3 qu'il doit faire. À savoir que si le véhicule est dans une rue, eh ben, il ne pourra pas sortir sur la même case, il devra sortir sur une des cases adjacentes. Sa première action a été de sortir du véhicule. Sa deuxième action, il va se déplacer. Comme je l'ai dit, les petits pas symbolisés au niveau de cette case permettent de traverser sans s'arrêter dessus, contrairement aux petites flèches et aux grappins si on veut monter sur le toit ou si on veut pénétrer un bâtiment. Donc là, première action, sortie du véhicule. Deuxième action, il se déplace. Donc 5 cases maximum. 1, 2, 3. Donc là, il décide de ne pas s'arrêter. Il passe la plaque d'égout. On verra tout à l'heure les plaques d'égout. 4, 5. Donc il a effectué sa deuxième action. Il veut aller récupérer la valise ou éventuellement fouiller le container pour savoir ce qu'il y a dedans. Là, en l'occurrence, il veut directement aller voir s'il trouve l'objectif, c'est-à-dire le parachutage de l'essence. Donc, il va se redéplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il a fait ces 3 actions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc là, il a traversé la rue, il est venu ici. On a vu les lignes de vue au niveau des zombies. On peut voir ici qu'il y a une carcasse qui traînait, qui est en ligne de vue. À partir du moment où il a traversé la ligne de vue
et que Arthur a terminé son tour de jeu, donc le fait d'avoir été repéré par une carcasse, à la fin de son tour de jeu, ben on va activer les zombies. Donc la carcasse se déplaçant d'une case va se diriger à l'endroit où il a repéré le joueur. Donc il se déplace. D'où l'activation, vous voyez, des zombies à la fin du tour de jeu d'un joueur. Et pareil pour ici. Nous avons un ravageur qui a vu passer Arthur, donc il va se déplacer d'une case, car c'est ses caractéristiques. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À savoir qu'un ravageur a la particularité de monter sur les toits par n'importe quel endroit de la table de jeu, alors que les joueurs, pour monter sur un toit, doivent utiliser l'icône grappin qui est ici. Là, ça va être au tour de Chaos de s'activer. Donc, pour une action, il va sortir de son véhicule. Pour la deuxième action, il dit, bah, tiens, j'aimerais aller fouiller ce container et me rapprocher du matériel de parachute qui a été parachuté. Donc Arthur s'occupe de celui-là, moi je vais aller là-bas. Et j'aurai la possibilité de traverser la table de jeu en empruntant les réseaux d'égouts. C'est ce qu'il va faire donc pour sa première action sortie du véhicule. 1, 2, 3. Donc première action sortie du véhicule, déplacement 2. Et pour sa troisième action, il décide d'emprunter le réseau d'égouts. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On va jeter un dé de combat. Sur un résultat pair, tout se passe bien. Sur un résultat impair, on va être obligé de faire apparaître un zombie dans la plaque d'égout, car apparemment il y en a un qui se planquait. Donc là, on fait un résultat impair. Et malheureusement, Chaos ne pourra pas traverser la plaque d'égout, enfin du moins le réseau d'égout. Et à ce moment-là, on va piocher une carte et on va voir ce qu'on tire. Donc en l'occurrence là, c'est un Toxico. À savoir que le Toxico a la capacité de tirer des fioles toxiques à une case. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Directement, il va infliger 2 points de dégâts à Chaos. Vous voyez, donc là, il faut faire gaffe sur ce qu'on tombe en fait, parce qu'on peut facilement se faire déglinguer quand on a des zombies de ce type, hein, les boomers aussi, ont cet effet au niveau de leur carte. Donc là, on va poser le Toxico sur la même case que Chaos. Hein, comme je vous le disais précédemment, chaque case a une capacité d'occupation en fonction s'il se situe dans une rue ou un boulevard. Donc là, ce qu'on fait par contre, on va mettre la carte de notre zombie de côté. On va la placer sur le bord de la table de jeu. Une fois qu'il sera éliminé, on la remettra dans la pioche de monstre. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous le mettez de côté. Donc là, nous avons vu qu'est-ce qui se passe en cas que nous ayons effectué un résultat impair. Maintenant, dans ce cas de figure, nous faisons un résultat pair, donc 2. Et donc, pour sa troisième action, il pourra traverser le plateau de jeu et sortir au niveau de sa plaque d'égout. Alors dans cet exemple, Chaos vient de terminer son tour de jeu, donc on voit s'il y a une activation de zombie. Effectivement, étant donné qu'il était dans la ligne de vue de la carcasse qui s'est précédemment activée avec le déplacement d'Arthur, donc on peut voir que là, il est dans la ligne de vue, il a vu Chaos rentrer dans les égouts, donc celui-ci va se déplacer. Ceux-là ont vu effectivement Chaos sortir de la plaque d'égout, donc ils vont également se déplacer d'une case selon leurs caractéristiques. Par contre, la horde ne s'activera pas étant donné que le barrage est considéré comme un obstacle, même le véhicule. Par contre, tout ce qui est benne à ordures et baril de gaz ne sont pas considérés comme des obstacles, ainsi que les petites valises de matériel. Allez, nous allons voir dans cet exemple comment rentrer dans les bâtiments. Donc pour sa première action, Yuri sort du véhicule. Pour sa deuxième action, il va décider d'aller fouiller ce grand bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il se positionne sur le seuil. Donc une action, 2 actions. Et pour sa troisième action, il va décider de rentrer dans le bâtiment tout en sachant qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on va piocher une tuile correspondant à la grandeur du bâtiment, on va venir la poser
et le faire rentrer. Voilà, donc une action je sors, 2 actions je déplace, 3 actions, je rentre dans le bâtiment et à partir de ce moment-là, on va voir comment déterminer le nombre de zombies qu'il y a à l'intérieur. Alors vous pouvez remarquer que dans ce bâtiment, il y a 2 pièces, une grande ici et une deuxième là, ainsi qu'un escalier qui permet de monter à l'étage. Alors on va rentrer dans le bâtiment et on va définir avec le dé de biohazard combien il y a de créatures à l'intérieur. Donc je jette le dé, donc là il y a une créature, donc je vais piocher une carte créature. Cette fois-ci on tombe sur un hurleur. On va venir positionner le hurleur dans la pièce qui a été visitée. Si toutefois Yuri décide d'aller fouiller une autre pièce, eh bien dans ce cas-là, on refera le même système. On va jeter un dé une fois qu'il est rentré dans la pièce. On va voir quelle est la créature qui va être révélée dans cette pièce. À savoir qu'on ne peut fouiller les bâtiments, les pièces également, que s'il n'y a pas de créature, ce qui me paraît normal. Donc là, on va passer ensuite à la phase de combat plus tard, parce qu'étant donné qu'il a utilisé ces 3 actions, il ne pourra donc pas combattre, car il a utilisé ces 3 actions. Il est sorti du véhicule, il s'est déplacé, et pour une action, il est rentré dans le bâtiment. Donc là, c'est plutôt mal barré pour lui. Mais ce n'est pas terminé, car Yuri vient de terminer son tour de jeu. À ce moment-là, il était en ligne de vue lors de son déplacement d'une carcasse qui va être activée et va donc se déplacer d'une case. C'est au tour maintenant de Sun de sortir du véhicule pour une action. Pour sa deuxième action, elle va décider d'aller fouiller ce container. Donc, elle va se déplacer de 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va venir, pour sa troisième action, se déplacer à l'intérieur de la cour. Et là, elle ne pourra pas fouiller à ce tour-ci, car elle vient de dépenser ses 3 actions. Mais, à nouveau, elle vient de passer dans la ligne de vue de la carcasse qui va se déplacer à l'endroit où elle a repéré Sun. Donc vous avez pu voir à travers ce petit exemple du premier tour l'interaction qu'il peut y avoir entre les joueurs et les zombies. Donc je rappelle qu'effectivement à la fin du tour d'un héros, il faut vérifier qu'il ne soit pas passé en ligne de vue d'une créature, car il va l'activer, d'où l'intérêt effectivement de ne pas se faire repérer au niveau des lignes de vue ainsi qu'au niveau du bruit, mais ça on va le voir tout à l'heure. Alors une fois que tous les joueurs ont joué, c'est maintenant au tour des créatures. Alors on va voir les différentes possibilités de déplacement. Alors les créatures peuvent se déplacer dans toutes les cases, avenues, ruelles, etc. Sauf si nous avons un barrage, ce qui est le cas. Ils ne peuvent pas rentrer ni sortir des bâtiments, sauf cas particulier au niveau de la tuile de la morgue, qui est celle-ci, car il y a des règles particulières sur cette pièce qui va générer du spawn de zombies. À savoir que si pendant un tour des zombies apparaissent une fois que cette morgue a été découverte et qu'au tour d'après il y a de nouveau un spawn, dans ce cas là les zombies à l'intérieur vont pousser les zombies à l'extérieur. Donc c'est le seul cas de figure où les zombies pourront sortir à l'extérieur d'une pièce. Ils ne pourront pas non plus rentrer dans un véhicule. Par contre, ils pourront emprunter les cours intérieures ainsi que les parkings. Donc là, il n'y a pas de particularité, hein. Ils se déplacent normalement comme les joueurs. À l'exception des ravageurs, les autres créatures ne pourront pas monter sur les toits des bâtiments. Donc je reviens sur cette histoire de bâtiment. Je précise que les créatures, bien sûr, ne peuvent pas entrer ou sortir d'un bâtiment. Par contre, elles peuvent s'entasser à l'entrée d'un bâtiment si toutefois elles ont entendu un bruit. Donc ce qui va être beaucoup plus difficile de sortir du bâtiment, éventuellement monter sur le toit et passer par l'icône grappin. Ou éventuellement, il y a une petite variante où vous pourrez sauter du toit, mais là vous risquez de perdre des points de vie.
Alors il se peut dans le jeu que à un moment donné vous ayez toutes les créatures sur la table, hein. Donc aucune créature ne pourra plus apparaître, ce qui est normal. Et quand on va visiter les bâtiments, ben, on considérera qu'ils seront vides. Donc il n'y aura plus de spawn au niveau des créatures. Et une fois qu'elles sont éliminées, bien sûr, on récupérera les cartes de la créature tuée et on viendra la remettre dans le deck de pioche. Voilà la particularité. Les joueurs ayant été tous activés, c'est maintenant au tour des créatures. Donc on repère où est le panneau biohazard. On va prendre le dé biohazard, on va jeter, on va voir son résultat. Il est de 1. Donc nous allons piocher une créature qui va spawner à l'endroit où se situe le panneau. Donc là en l'occurrence c'est un ravageur qui, je rappelle, a la capacité de grimper sur les toits de n'importe quelle case. Donc on va venir le positionner à l'entrée où il y a le panneau. À savoir que nous avons dans les rues un maximum d'occupation de 4 figurines par case. Auquel cas il y ait eu, admettons, 4 figurines de présentes, déjà ben, on les aurait poussées dans la case suivante, et etc. Donc ça fait un peu boule de neige pour permettre aux créatures de rentrer et finalement de déplacer celles qui sont devant. Donc nous avons vu que nous avons commencé par spawner les créatures au niveau du panneau biohazard, à savoir que vous pourrez spawner des créatures s'il y a un bruit à chaque entrée de dalle, comme on l'a vu précédemment. Alors la particularité du déplacement des créatures est la suivante. Donc seules les créatures constituées en horde vont se déplacer pendant leur tour de créature. En l'occurrence ici, nous avons des figurines de créatures qui sont seules. Et pour qu'une horde se constitue, il faut qu'il y ait réparti sur 3 cases au moins 5 figurines ensemble. Et on considère à ce moment-là que c'est une horde et elle va pouvoir se déplacer. Alors elle va pouvoir se déplacer, mais il y a des priorités. Donc dans un premier temps, on va déplacer la horde sur la case où le dernier bruit a retenti, ce qui n'est pas le cas. Nous pourrons déplacer la horde où se situe un véhicule qui vient de se déplacer, car le véhicule a fait du bruit en se déplaçant. Ce n'est pas le cas non plus dans ce tour de jeu. La case où se situe un héros aux prises avec une autre créature. Alors là, oui, effectivement, nous pouvons voir qu'il y a un combat ici entre un héros et une créature. Dans ce cas-là, effectivement, nous allons pouvoir déplacer en direction du combat la horde sauvage qui va effectivement manger un petit peu du héros. Et vous remarquerez que sur son chemin, elle tombe sur une carcasse, ce qui voudra dire qu'elle va récupérer et va venir faire grossir la horde. Donc on déplace du nombre de cases stipulées par la capacité de déplacement des créatures. En l'occurrence c'est une case, donc celle-là va arriver ici. Une case, donc elle va tomber sur la carcasse. Celle-là va avancer là. Et celle-là ici, et prendra le chemin en direction de Yuri. Si Yuri par la suite arrive à se déplacer ou quoi que ce soit, la horde continuera d'avancer. Si elle n'a pas de cas particulier dans ses priorités de déplacement, elle pourra sortir donc du plateau de jeu et laisser, on va dire, les joueurs tranquilles, auquel cas on récupérera toutes les cartes des créatures et on le remettra dans le deck de pioche. Alors, cas particulier au niveau des hordes, nous pouvons voir que sur 3 cases, ici, nous avons une horde de 5 figurines. Donc je rappelle qu'une horde est composée de 5 figurines sur la totalité de 3 cases. Il se peut qu'une horde se disloque si toutefois des figurines avancent plus rapidement, ce qui est le cas des Toxicos qui eux avancent de 2 cases, donc 1, 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? On avance la horde qui était constituée, et là elle se disloque, car sur les 3 cases ici, nous n'avons plus la présence de 5 figurines, mais de 3, alors que là se constitue une nouvelle horde, car sur 3 cases, pardon, nous avons 5 figurines. Alors je précise que les figurines de créatures sont immunisées
contre les barils de gaz toxiques, ce qui n'est pas le cas si un personnage le traverse. Il perdra donc un certain nombre de points de vie. Allez, une fois que tous les déplacements ont été effectués des hordes, on va passer à la phase de résolution des combats. Donc là, on va regarder sur la table s'il n'y a pas de combat. En l'occurrence, on a un seul combat ici qui oppose Yuri à un hurleur. Alors je précise que le hurleur ne hurle pas, il ne hurle que pour faire du bruit que s'il est loupé au corps à corps ou à distance, auquel cas il fait du bruit, il attire tous les autres zombies. En l'occurrence, dans cette phase de résolution de combat, on peut voir sur la petite carte ici que le hurleur inflige automatiquement 3 points de vie à Yuri sans lancer de dés. Allez, on va continuer dans les tours de jeu au niveau des joueurs. Donc on va considérer que Arthur commence en premier, mais en fait ça vous déciderez vous-même qui commence en premier. Il n'y a pas forcément d'ordre de premier joueur. Là, vous êtes totalement libre. Donc Arthur va commencer sa première action en se déplaçant sur le grappin, ce qui va lui permettre de monter au niveau du toit. Première action. Deuxième action, il monte au niveau du toit. Et pour sa troisième action, il va vérifier ce qu'il découvre. Donc là, en l'occurrence, au niveau de la caisse, alors on ne le voit pas bien à l'écran, mais il y a une étoile. Cela veut dire qu'en fouillant, il a trouvé l'objectif qui est le jerrycan d'essence. Donc il va prendre sa carte objectif. Donc il vient de finir ses 3 actions, mais au cours de son déplacement, il s'est fait repérer par un ravageur qui automatiquement va avancer. À savoir qu'on ne voit pas en diagonale. Ça, la ligne de vue, comme je l'ai précisé, tout ce qui est ligne de vue, tir, etc., ne se fait pas en diagonale. Donc il va continuer son déplacement vers Arthur en sachant qu'il a la capacité de monter sur le toit lorsqu'il le pourra. C'est au tour de Sun de jouer. Pour sa première action, elle va décider de fouiller. Donc là, elle tombe sur une carte arme. Donc elle va piocher une carte arme et elle trouve une arbalète qu'elle va venir mettre dans son inventaire. Pour sa deuxième action, elle va décider de venir se déplacer vers le ravageur. Donc 1, 2. Donc on peut voir qu'elle traverse librement les cases avec l'icône des petits pas, ce qui est aussi valable pour les zombies. Et elle va venir attaquer au corps à corps le ravageur. Donc nous allons regarder à travers cet exemple comment se résout un corps à corps. On peut voir en haut à gauche de la carte que l'arme utilisée par Sun est une arme de mêlée. C'est un double disque. On peut voir en bas les petits icônes qui sont actifs et non pas éteints comme je le précisais, qu'on a un petit 1 qui offre un bonus de +1 au jet de dés de combat. L'icône à côté signifie qu'avec un jet, elle peut éliminer 3 figurines d'un coup et ça c'est plutôt pas mal. Par contre, son arme fait du bruit et elle peut attaquer à une case de distance. Allez, on va regarder la carte du ravageur. On peut voir qu'effectivement, le résultat à obtenir pour le tuer sera de 7. À savoir que toutes les figurines de créatures dans le jeu n'ont qu'un point de vie, mais il sera plus difficile pour certaines de les tuer, car cela va nécessiter des armes spéciales et seront insensibles à d'autres armes. Là, en l'occurrence, là, je devrais jeter 2 dés de combat pour obtenir 7 ou plus. Par contre, je vais rajouter mon bonus de +1 par rapport à l'arme utilisée et je ne devrais absolument pas faire 4 ou moins, autrement je casserai cette arme et elle sera défaussée. Donc là, je vais jeter mes dés de combat. Je fais 6 et 2, 8, plus mon bonus 9. Donc je dépasse la capacité de mêlée du ravageur, donc je l'élimine. Malheureusement, Sun a fait du bruit avec son arme, donc il va falloir lancer un dé de biohazard pour chaque entrée de dalle située dans le champ de portée du bruit, comme on l'a vu précédemment. Et on piochera le nombre de cartes indiquées pour chaque entrée de dalle, et on va y placer les figurines. Un petit exemple, donc on a une entrée de dalle ici,
On jette le dé, là, il n'y a aucune apparition. Ensuite, là, aucune apparition. Et enfin, celle-ci, on a 2 apparitions de créatures. Donc, on piochera 2 cartes créatures qu'on va venir mettre face visible sur la table. En l'occurrence, là, c'est un ravageur et un hurleur. Donc, on va prendre les figurines adéquates et on va venir les positionner à l'endroit où elles apparaissent. Si on fait une action extrêmement bruyante, on ne lancera pas non pas une fois le dé, mais 2 pour chaque entrée de dalle située dans le champ de portée du bruit. Et ensuite, également pour la morgue, si elle a été découverte. Puis on placera une gargouille sur chaque bouche d'égout située dans le champ de portée du bruit. Sun étant dans la ligne de vue d'un ravageur, elle vient de s'activer. Personnellement, je considère que la cible principale du ravageur est en chaos, donc il ne se déplacera pas en direction de Sun. C'est au tour de Yuri de jouer, qui décide de nettoyer cette pièce. Donc il est aux prises avec un hurleur. Il décide d'utiliser sa faux télescopique, car il l'avait déjà en arme principale. Donc la deuxième étant un shotgun court qu'il a mis de côté. Donc là, nous pouvons voir sur la carte que c'est une arme de mêlée, qu'elle est silencieuse, qu'elle peut tuer 2 créatures en même temps pour une portée de 2 cases. Donc là, ce que va devoir faire Yuri, ça va être de jeter 2 dés. Et pour tuer le hurleur, il devra faire, comme on peut le voir sur sa carte, 6 ou plus. Donc il va jeter les dés. Donc là, il fait 12. C'est carrément un coup critique. Donc le hurleur est supprimé. Et sa carte retourne dans la pioche de créatures. Donc là, Yuri a eu beaucoup de chance sur son G2D. Il aurait pu éventuellement casser son arme, auquel cas elle aurait été défaussée, le chiffre de casse étant de 3 sur les hurleurs. Il aurait pu le louper, ce qui aurait engendré l'activation de la capacité du hurleur à crier et de créer du bruit et toutes les conséquences qui vont avec. Yuri a fait sa première action, donc il va décider de aller dans cette pièce pour sa deuxième action. Et là, on va tirer le dé de biohazard et il rencontre 2 créatures. Donc, comme d'habitude, on va tirer 2 cartes et on va tomber sur un ravageur et de nouveau un hurleur qu'on devra placer dans la pièce avec lui. Donc vous voyez, ça peut très très vite dégénérer. Donc passer d'une pièce à l'autre nécessite effectivement de la scanner. Donc première action d'attaque, deuxième action, il rentre dans la pièce, on jette le dé de scan, hein, de spawn, voir s'il y a des zombies. Et puis il peut maintenant, pour sa troisième action, décider d'attaquer au corps à corps et de vérifier les compétences de mêlée de chacun. Le ravageur sera un G de 7 et le hurleur sera un G de 6, en sachant que son arme lui permet d'éliminer 2 cibles à la fois. Donc vous voyez, il y a toujours possibilité de faire. Ou il aurait pu éventuellement monter à l'étage et hop, on retourne la carte et là pareil, on arrive par les escaliers et on va scanner pièce par pièce une fois qu'elles ont été visitées. Il aurait pu également terminer son combat, il lui reste 2 actions, il décide de fouiller, auquel cas on va utiliser le dé de fouille. Donc on jette le dé et là on tombe sur l'icône soin et auquel cas il pioche une carte soin. En l'occurrence là c'est pour me permettre de récupérer de la vie. Voilà un petit peu les possibilités au niveau des bâtiments et il peut aussi monter sur le toit. Voilà, nous avons vu l'exemple de corps à corps, à savoir que je me suis trompé de personnage, il s'agissait de Chaos et non pas Yuri. Dans la logique des choses, on considérera que c'est Chaos. Chaos qui est équipé d'un fusil à pompe. Il va donc essayer d'éliminer
les zombies qui sont en face de lui, ils sont au nombre de 4, à savoir que sur l'arme de Chaos, il peut bénéficier d'un bonus de +1 sur son jet de dés. C'est une arme qui fait du bruit et il peut éliminer jusqu'à 2 cibles à une distance de 2 cases. Donc là, nous y sommes. Et nous allons jeter les dés en conséquence. Donc il décide pour sa première action de tirer. Donc il jette les dés. Il effectue un 8. Donc qui dépasse effectivement les caractéristiques aussi bien des ravageurs que des hurleurs. Donc il va décider dans ce cas de figure, étant donné qu'il peut tirer jusqu'à 2 cibles, éliminer 2 cibles, il va éliminer les 2 ravageurs, ce qui leur évitera de hurler et de faire du bruit. Et là, on va descendre le niveau de cartouches de l'arme en question, c'est-à-dire par exemple sur cette fiche de personnage, là nous avons la caractéristique de l'arme du shotgun, donc là il a utilisé une cartouche et il pourra éventuellement retirer une deuxième fois sur le reste des figurines. Allez, nous allons voir la particularité avec le véhicule. Donc, à savoir que pour une action, un joueur pourra monter à bord d'un véhicule. Donc là, en l'occurrence, Chaos va monter dans le véhicule pour sa première action. Il est stipulé que le premier qui monte dans le véhicule en est le conducteur. Le joueur qui est monté en premier dans le véhicule récupère le tableau de bord du véhicule. Alors on regarde un petit peu le tableau de bord du véhicule. En haut, nous avons la barre de jauge de carburant. En bas, nous avons des emplacements de transport où on pourra y stocker du matos. Et l'état du véhicule qui correspond un petit peu à ses points de vie. Alors le Rhino ne nécessite aucune capacité particulière pour le conduire, tous les héros peuvent le faire. Il peut se déplacer de 1 à 3 dalles maximum. Chaque déplacement d'une dalle à l'autre lui fera perdre une unité de carburant. Dans ce cas-là, on reculera le curseur sur le tableau de bord après chaque déplacement effectué. Particularité du Rhino, le Rhino se déplace silencieusement. Alors dans cet exemple, Yuri pour une action va monter dans le véhicule. Hop. On le met sur l'emplacement stipulé sur sa tablette de gestion. Donc il va, pour sa deuxième action, piloter le véhicule. Donc il va se déplacer d'une dalle et il va se déplacer de 2 dalles. Alors là, il y a une particularité importante, c'est que toutes les créatures sur on va dire, la trajectoire du véhicule vont être étourdies. C'est-à-dire qu'on va les coucher pendant un tour complet, c'est-à-dire le temps que tous les joueurs aient fait leurs actions. Sauf le colosse qui lui empêche le véhicule d'avancer car lui est capable d'infliger des points de dégâts au véhicule et de leurs occupants. Donc là, étant donné qu'il s'est déplacé d'une dalle à l'autre, il dépensera 1 point de carburant. Donc je rappelle que le véhicule ne peut se déplacer que de 3 dalles maximum durant un tour complet. Le Rhino peut contenir au maximum 8 héros, 2 décors 3D qu'il faudra placer sur les tableaux de bord. Le Rhino peut se déplacer dans les cases de rue et d'avenue, mais en aucun cas dans les cases de ruelles. Donc les petites ruelles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, je n'ai volontairement pas parlé de l'attaque du Rhino, car il peut se servir de son canon et de sa tourelle. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça dans le livre des règles. Alors, nous allons voir un cas de figure particulier. C'est la 3e action de Sun. Donc, elle décide de se déplacer pour échapper aux zombies qui arrivent. Donc, elle se déplace pour sa 3e action de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle tombe pile poil en ligne de vue des zombies. Alors, règle particulière, dès qu'on traverse à 3 cases ou moins d'un boomer, il nous envoie des projections toxiques, ce qui fait perdre automatiquement 3 points de vie à Sun, qui devra les déduire sur sa tablette de gestion. Suite de ça, elle active les zombies qui se déplacent. Et c'est au tour de Arthur de jouer. Donc,
Il va proposer à Sun de l'emmener avec lui afin que au prochain tour, on lui tombe pas dessus. Donc il se déplace pour sa première action de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Pour sa deuxième action, il commence à se déplacer et il propose au joueur contrôlant Sun de l'amener avec lui. C'est-à-dire qu'il va la prendre par le bras et il va la tirer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il emmène Sun avec lui, tout en sachant qu'il est passé effectivement dans la zone de portée du boomer, donc il va perdre lui aussi 3 points de vie. Il continue sa course, hein, il va sortir ailleurs pour sa troisième action, à savoir que il a donc amené Sun avec lui, et Sun, au prochain tour de jeu, perdra une action due au bonus de Arthur de l'emmener avec lui. Donc elle n'aura que 2 actions au prochain tour. Voilà, c'est ainsi que s'achève la présentation des règles. Donc je ne suis pas allé vraiment dans les détails, hein. Je n'ai pas parlé des héros qui se zombifient quand ils meurent. Je n'ai pas parlé éventuellement de certaines petites règles qui peuvent être sympathiques, à savoir vous pourrez jouer en mode campagne, vous pourrez jouer même avec les 2 chapitres de l'opus 1, donc chapitre 1, chapitre 2. Vous pourrez assembler les 2 tables de façon à n'en faire qu'une seule. Vous verrez, c'est assez monstrueux comme place. Vous pourrez jouer en équipe, vous pourrez jouer en mode solo, en mode pénurie, twister, carnage, apocalypse. Enfin, il y a toutes des petites règles sympathiques qui vous permettent de jouer à certaines variantes. Voilà, bientôt l'opus 2 qui sortira et qui se situera dans le monde des glaces. Bah, écoutez, j'espère avoir rendu justice à ce jeu qui mérite toute notre attention. Et je vous souhaite du plaisir si vous désirez vous le procurer, car il est vraiment très très intéressant, très profond, et comme je le dis et je m'engage là-dessus, il est meilleur que Zombicide. Écoutez, je salue Hervé et Laurent de Z or Alive Compagnie, et puis nous on se retrouvera très bientôt et je présenterai le chapitre 2 de l'opus 1 qui se situe toujours en ville, mais là on verra apparaître un super titan dont peut-être que je ferai le tuto de peinture. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ciao.